Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 8 juin 2024 et je vais vous présenter l'actu de cette fin de semaine. Aujourd'hui, on parlera essentiellement de l'actu générale qui est d'ailleurs assez bondée. Ensuite, on parlera bien sûr du XRP, on parlera de SHX, on parlera aussi de HBAR Suite et d'un projet par rapport à la BIS, à la BRI, on parlera du projet Agora. Et on terminera par la petite minute complotiste. On va commencer l'actualité. D'abord, on va regarder un petit peu le marché. Alors hier, vous avez vu, ça a complètement chuté. Ils ont liquidité tous les gens qui étaient en levier. Ils ont fait le boulot comme d'habitude. Et il y a eu pas mal de dégâts. Ça a dû à peu près bouger de 10%, 10 à 15% selon les coins. Et il y a vraiment des affaires à faire. Je sais que c'est pas facile, il faut toujours avoir de la liquidité, mais il y a actuellement quand même quelques coins qui sont à un prix assez sympa. On regardera ça après. On va donc regarder au niveau de la market cap, ça a perdu 3%. Le volume sur 24 heures, 35% par contre d'augmentation. La dominance à 53,6. On espère qu'elle va tomber un de ces quatre pour qu'on puisse commencer à avoir des choses sympas sur les altcoins. On va commencer donc par parler pour l'actualité générale, et je pense que s'il y avait qu'une actualité à choisir, ce serait celle-là. Alors, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais depuis 1900, c'est même depuis 1900, avant ça, il y a eu des accords entre tout simplement l'Arabie Saoudite et les États-Unis sur la vente de pétrole, où il y avait un accord où en fait les États-Unis donnaient leur protection militaire et, en fait les Saoudiens en échange achetaient tout simplement le dollar, uniquement le pétrole, pardon, en dollars. C'est ce qui a fait que les États-Unis ont vraiment une grosse croissance économique. C'est aussi beaucoup grâce à ça, le pétrodollar. Et en fait, cet accord se termine logiquement demain, 9 juin. Donc à partir de demain, 9 juin, il n'y a plus d'accord. Et ils ne vont pas, il l'a dit l'autre jour, Mohamed Ben Salman, ils ne vont pas réitérer cet accord. Et là, c'est quand même énorme pour les Américains, parce que là, ça va faire mal, vraiment mal au dollar. Il va y avoir vraiment moins d'échanges, de moins en moins, entre le fait qu'il y ait de plus en plus de pays qui veulent se rallier aux BRICS et qui vont échanger dans d'autres monnaies. Mais vous inquiétez pas, c'est voulu pour les États-Unis. Il faut que ce système financier y tombe. Donc le dollar, faut qu'il tombe aussi pour arriver à un système numérique. Voilà. Alors bien sûr, ça va pas se faire du jour au lendemain, c'est-à-dire on va voir l'affaiblissement du dollar petit à petit. Mais là, il y a quand même beaucoup, vous allez voir qu'il y a beaucoup de facteurs qui fait que ça va quand même s'accélérer à mon avis très prochainement. On a la banque du Canada qui réduit ses taux pour la première fois en 4 ans. On a aussi la BCE qui fait la même chose. Voilà, donc ça, c'est très mauvais pour l'économie, pour l'inflation. Par contre, pour nous qui sommes en crypto, sur le court terme, sur le court terme, c'est bon. Sur le court terme, je dis bien. Voilà, on continue et on a la Turquie qui dépose, qui déclare carrément officiellement qu'elle voudrait rentrer dans les BRICS. Et là, il faut savoir que c'est quand même un pays de l'OTAN qui veut rentrer dans les BRICS. Voilà. On continue, on a aux États-Unis Home Depot et Laos qui sont touchés par la récession, et il y a énormément les ventes qui baissent. La récession vient de frapper Home Depot, le ralentissement de l'immobilier s'aggrave, met en évidence la façon dont le succès de ces entreprises est fondamentalement lié au marché du logement et de l'immobilier aux États-Unis. C'est quand même des grosses Home Depot, c'est vraiment des grosses sociétés, des compagnies, ça continue. Voilà, maintenant un deuxième facteur, j'en avais déjà parlé, qui fait que pour le dollar ça va faire très mal. Pour les États-Unis, on a la Chine qui coupe tout simplement ces bons du trésor, qui les vend, et d'ailleurs ils ont acheté carrément
ils ne sont pas pris la tête, ils ont acheté du gold avec ce qu'ils ont vendu, les obligations américaines. On continue toujours aux États-Unis, 63 banques américaines au bord de l'insolvabilité. Pourquoi Bitcoin? Prochaine cible est 100 000 $. Alors effectivement, le fait que les gens sortent leur argent des banques, eh bien il y en a une partie qui, il y en a qui achètent des actions, il y en a qui achètent de l'or et de l'argent, qui me paraît plus judicieux, et il y en a qui vont se réfugier dans l'or numérique, enfin ce qu'on dit l'or numérique, le Bitcoin. Voilà. Et de toute façon, c'est moi je ne suis pas Bitcoin maximaliste, mais c'est de toute façon mieux d'acheter des Bitcoins que de garder son argent à la banque. Le Bitcoin de toute façon va monter, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc quand même 63 banques de plus, ça fait mal. C'était 52 banques au dernier trimestre 2023, on passe à 63. Et je vous avais déjà montré ce petit article qui a 517 milliards de valeur de pertes non réalisées, tout simplement. Et ça fait quand même beaucoup. On continue, et ça c'est pareil, c'est encore pour les États-Unis, ils sont attaqués, enfin c'est pas attaqué, mais c'est un peu les conséquences. On a la banque japonaise qui tout simplement dit qu'elle peut peut-être pouvoir, il faut qu'elle sauve sa monnaie, et elle veut en fait tout simplement revendre et à limiter les achats d'obligations. Et on sait que le Japon, elle détient énormément d'obligations américaines. Et donc, ils veulent, voilà, une colombe de premier plan au conseil d'administration de la Banque du Japon a ouvert la porte à la possibilité de réduire les achats d'obligations lorsque les autorités se réuniront la semaine prochaine pour discuter de la politique. Donc, ils vont arrêter les achats d'obligations américaines, et ça va faire très mal encore aux États-Unis. Voilà, une info qui est assez intéressante. C'est et ça m'a, enfin j'étais pas du tout au courant, et ça m'a un peu étonné, et je trouve ça vraiment, alors pour le Bitcoin c'est très bien. BitDare introduit une puce minière Bitcoin économe en énergie. La puce améliorera les performances minières de Bitcoin, minimisera la consommation d'énergie, parce que tout le monde critiquait, ils ont raison, la consommation d'énergie de Bitcoin, réduira les coûts et réduira son empreinte environnementale. Et donc cette société BitDare, une société minière, a présenté sa puce, la CEL 04, dans sa feuille de route technologique pour la plateforme SealMiner nouvellement lancée. Prévue pour une sortie au deuxième trimestre de 2025, la puce SEAL 04 devrait atteindre une efficacité énergétique aussi faible que 5 joules par TH. Donc là c'est quand même vachement intéressant. Selon la feuille de route, ça vise à améliorer la transparence dans l'exploitation minière, la gestion des attentes des mineurs pour les avancées technologiques et la livraison d'équipements, tout en fournissant des analyses de données sur les capacités de la machine, l'inventaire et le comportement d'achat. Donc c'est quand même bien. Et Bitcoin, l'exploitation minière a conduit à des problèmes de consommation d'énergie avec les sociétés minières depuis des efforts croissants pour s'assurer que le processus consomme moins d'énergie après son interdiction au Kazakhstan. Et je crois que c'est aussi au Venezuela, je crois que j'avais vu, ouais, je crois que c'est au Venezuela aussi qu'ils avaient commencé à interdire parce que ça perturbait en fait l'énergie carrément du national, et donc eh bien ils avaient aussi interdit, et donc ça peut être une solution. Donc eh bien c'est très bon pour le Bitcoin, et aussi ça peut être intéressant de voir en fait tout simplement eh bien cette société, j'ai regardé moi les actions, c'est 7 $. BitDare, ils ont des actions, et c'est 7 $ l'action. Ça valait à son ATH 13 $. Avec cette nouvelle, il se peut que et que si jamais eh bien il y a beaucoup de mineurs qui achètent les puces, ça peut être intéressant peut-être de se positionner sur cette action BitDare. On continue, et ça aussi c'est une très grosse nouvelle. On a l'Arabie Saoudite qui rejoint la BIS, la Banque mondiale, sur un projet de CBDC. Donc on voit bien qu'ils se mettent tous d'accord. Le projet Mbridge en tant que participant à part entière.
Donc on sait que c'est un projet sur l'Asie et le Moyen-Orient. Donc la Banque centrale saoudienne rejoint les banques centrales de Chine, de Thaïlande, de Hong Kong et des Émirats arabes unis dans le projet. Le projet mBridge a été lancé en 2021 en tant qu'en collaboration entre la branche innovation de BIS et les banques centrales de Chine, Hong Kong, la Thaïlande et les Émirats arabes unis. Alors, je vous rappelle aussi que Thaïlande a décidé de poser sa candidature pour rejoindre les BRICS, pour tester la viabilité des CBDC pour le commerce transfrontalier instantané et d'autres paiements en utilisant la blockchain, le projet mBridge Ledger. Donc il faut savoir que tous ces pays, la plupart c'est des pays qui sont ou qui vont rentrer dans les BRICS ou qui sont dans les BRICS, et comme je vous avais déjà dit, c'est eux qui vont amener en premier les CBDC, et les États-Unis vont être obligés de suivre. Ils vont voir aussi que au niveau économie ça fonctionne et qu'il y a vraiment, eh bien, il n'y a plus de friction, il y a des économies, etc. Et du coup, il va y avoir sûrement des rapports aux États-Unis et par la suite, ils vont suivre le mouvement de 98% des autres pays du monde. Voilà, quelque chose qui n'a rien à voir avec la crypto, mais qui est quand même assez intéressant. L'industrie, ça c'est la Commission européenne, enfin l'Union européenne qui s'inquiète des grandes importations spécifiquement de la Russie pour les engrais, pour les engrais fertilisants. Et eh bien, il y a un tiers des importations de l'Union européenne proviennent de la Russie. Voilà, alors on sait qu'ils sont, la Russie c'est elle qui délivre presque, c'est la première exportatrice des fertilisants, et en fait ils tiennent tout simplement, si jamais ils coupent, je peux vous dire que ça va faire très mal pour l'agriculture dans les pays d'Europe, parce qu'ils n'arrivent même pas eux à faire tout simplement, pour l'instant. Ils avaient coupé en 2020, ça avait fait mal. Les fertilisants, il y en avait énormément. Comme ils avaient coupé en fait la production, eh bien, il y avait déjà une dépendance par rapport à la Russie, ça s'est accéléré après le Covid. Eh bien, maintenant, ça peut être une arme encore de la Russie. La Russie a beaucoup d'armes. Je crois qu'elle n'a même pas besoin de prendre les armes, rien qu'avec l'économie, elle peut défoncer tout le monde, elle et la Chine. Voilà. On continue. Et là, c'est moins marrant. On a le programme Mastercard Biometric Checkout arrive en Europe. Et là, si vous tapez sur Google, vous allez voir que c'est de plus en plus dans tous les pays où il y a ça. Et là, c'est en Pologne avec PayEyes. Alors, il faut savoir que c'est comme WorldCoin. Là, c'est avec votre iris. Donc, vous pouvez payer maintenant avec vos iris. Alors, ils vont vous dire que c'est mieux, vous n'avez plus besoin de faire la queue, ça va plus vite, etc., etc. C'est un truc de fou. Bref. Et là, maintenant, Mastercard est élargi, et ça, ils sont en train de le faire dans le monde entier, mais vraiment en cachette. Si vous regardez sur Google, vous allez voir qu'ils déploient ça. Et là, c'est même chose. Et là, c'est carrément, alors, en Uruguay, en Royaume-Uni, et ils vont le faire en Europe actuellement, et élargi. Alors là, c'est la paume des mains. C'est pour les paiements, mais avec la paume des mains. Donc c'est pareil, c'est digital, hein. Vous avez vos empreintes, c'est la même chose. C'est chaud. Voilà, j'ai terminé pour ce qui est de l'actualité. Et maintenant, on va parler, on va commencer juste par Realty. On a des projets qui vont arriver là. 3 maisons qui vont arriver, et on retourne sur des pourcentages assez intéressants. Là on est à 9,27, 9,14. Bien sûr il faut étudier les projets. Vous voyez là celui-là qui revient à 10, et c'est au Panama. On a celui-là à 9,17 à Détroit, 9,20 à Détroit. En tout cas il y en a beaucoup. Moi je n'ai jamais remis le investissement. Et il y a là des zones d'achat. Toujours, je vous rappelle, c'est assez intéressant, surtout quand vous avez pris vos gains crypto, d'avoir, si vous voulez avoir des rentes passives sur Realty, c'est quand même bien, et surtout c'est chaque semaine pour les intérêts composés, c'est vraiment pas mal. Surtout si vous réinvestissez, c'est quand même assez intéressant. Vous avez un revenu chaque mois, bien sûr, c'est à partir d'une certaine somme, parce que c'est à peu près 10%.
Bien sûr, pour avoir un bon revenu chaque mois, il faut quand même mettre pas mal d'argent, mais après le bull run, je pense que ce sera plus facile d'investir massivement dans Realty. Et maintenant, je vais vous parler de SHX un petit peu. Alors moi, je suis vraiment bullish sur SHX. Je pense que, au vu du prix qu'il a actuellement, je pense que ce truc-là peut vraiment flamber petit à petit quand les réglementations, les régulations vont arriver. On voit que actuellement, il se développe beaucoup. Il cherche beaucoup. Là, il cherche un comptable. Ils cherchent un responsable de stratégie marketing et des opérations. Je vous rappelle qu'ils veulent aller maintenant s'implanter pas que aux États-Unis, mais sur d'autres d'autres continents. Et là, c'est vraiment intéressant quand ils vont essayer de s'implanter partout. Et ils cherchent aussi un full stack ingénieur logiciel. Donc il y a beaucoup d'évolution sur et surtout ce qui est vraiment impressionnant chez eux, c'est tout simplement c'est les premiers qui ont fait un accord, un partenariat avec, ils font partie des membres de ACH, et aux États-Unis c'est monstrueux. Je vous rappelle que, comme ils le disent, c'est une technologie qui aide les gens à avoir l'expérience de transactions les plus modernes, et là le système ACH est plus de 5 fois la taille du réseau de paiement Visa. Et encore, ACH ne s'est pas encore développé dans le monde entier. Donc imaginez, il y a encore des continents où ils ne sont pas forcément bien implantés, et je pense que vraiment il y a un très très gros potentiel avec SHX une fois qu'il y aura les réglementations, les régulations. On sait qu'il y a bien sûr, ils sont en partenariat et avec Ripple qui a des fonds qui a investi dedans. On a Stellar bien sûr. On sait que Stronghold, c'est aussi avec IBM, avec JP Morgan. On sait qu'il y a énormément de personnes derrière. Juste regardez déjà qui a investi, j'en avais déjà fait des vidéos, qui a investi dans Stronghold. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de choses bullish pour SHX, et aussi une chose que je voudrais vous montrer. Alors au niveau il y a de plus en plus de comptes. On voit là en 2019 il y avait que 4000 asset holders. Regardez, on est en juin 2024 et là on a 36 600 holders. Donc c'est énorme, et là on va juste aller regarder l'histoire du prix, et regardez sur Stellar en 2021, et c'était en mai 2021, donc il y a 3 ans. Il était à 20, si je vous dis pas de bêtises, il était à peu près à 20 centimes. Regardez actuellement où il est. Voilà, il est à 0,003 je crois. Donc imaginez un peu le potentiel au prochain bull run. Pour moi, il y en a qui disent c'est x20. Moi personnellement, je vois largement plus que x20, même s'il a déjà explosé il y a à peu près 6 mois. Je pense que ce truc peut faire x50 sans problème. Voilà pour Stronghold. Et aussi, il n'en parle pas, la CO l'avait dit, elle ne fera pas d'annonce avant. Il va y avoir des listings, je pense, bientôt. Déjà, on sait qu'il y a beaucoup d'exchanges qui ont tout simplement qui détiennent énormément de SHX, et c'est en prévision de listing. On sait que OKX, par exemple, il y a vraiment des grosses suspicions. Binance aussi, qui a des suspicions pour un listing, on espère, pendant le bull run de SHX. Voilà, j'ai terminé pour SHX, et maintenant on va juste parler d'un projet. Alors c'est un projet de la banque, la BIS, tout simplement, et ce projet, ça s'appelle eh bien le projet Agora. Et ce projet, il vise en fait à créer une infrastructure de marché financier unifié pour améliorer les paiements transfrontaliers. Donc c'est ça qui nous intéresse, parce qu'on sait que qu'est-ce qui va être utilisé. Il va y avoir Stellar, il va y avoir Ripple qui vont être utilisés, et donc avec des entreprises technologiques qui ont été créées justement pour ces paiements
internationaux et il prévoit d'utiliser un grand livre unifié, c'est le Ledger United, pour simplifier le processus actuel qui pour selon eux, et qui c'est réel, qui est lent, coûteux et aussi pas transparent, qui est un peu opaque. Voilà. Donc le projet Agora, en fait, il utilisera des contrats intelligents donc dans tous les paiements et les étapes peuvent être réglées en une seule fois. Donc il n'y a pas de latence. Tout, c'est ce qu'on appelle le règlement atomique. En fait, tout va être réglé en une fois dans les processus de transaction. Le projet, comme je vous ai dit, il se concentre sur les paiements transfrontaliers et en fait, ce qui est derrière ce projet, c'est bien sûr l'ABIS et c'est le secteur privé et aussi le secteur public. Donc il y a les gouvernements, il y a les entreprises privées qui sont dedans. Donc ça rassemble les banques centrales et les institutions financières du secteur privé. Alors au niveau des juridictions, c'est sur 7 juridictions différentes et on va écouter juste, ça dure 2 minutes, tout simplement il vous explique un petit peu ce que c'est. I won't go into this in any great detail. This is my weird mental map of how the tokenization space looks. But as you can see, that most of the projects that the BIS Innovation Hub has been involved in has not surprisingly looked at tokenized central bank money. And then we've looked at 2 use cases that are different. One is like settling tokenized securities, and the other one, as was shown earlier with mBridge, looked at cross-border payments, and Helvetia and alors mBridge, j'en avais parlé juste avant, avec, vous avez vu, qu'il y avait tout simplement la Chine qui rejoignait le projet mBridge. Was obviously examples of settling tokenized security. So what is new with Agora? I think it's really this thing that tokenized deposits are going to play a much larger role in the settlement of cross-border payments, right? So just as done by an mBridge, Agora is going to look at cross-border payments. But importantly, there's a lot of simplifications that we're going to do. For example, in Mariana, we took a deep dive into foreign exchange market in the future tokenized world. We're not going to do that in Agora. There's going to be no FX module or anything like that. We'll leave that just as it is for banks today. Juste en passant, je vous rappelle que j'ai parlé de Ripple, de Stellar, mais surtout, la pièce maîtresse pour tout ça, c'est Quant. And tokenized deposits, of course, I should mention this, is going to play the same role that traditional deposits play today in cross-border payments. Also, we're going to take central bank access policies as given. Some of the other projects that we've done, for example, Shura and Dunbar, non-resident financial institutions were assumed to have access to the CBDC or wholesale CBDC of a foreign central bank. And so that solves a lot of problems, but we're not going to assume that in Project Agora. So what is it that we're trying to build? Well, we're trying to build a prototype of this Agora financial market infrastructure. And we'll put, as we mentioned several times, both wholesale central bank monies on there and deposit, the tokenized. Donc là, on voit les 7 entités, tout simplement. Deposits, or if you will, deposit tokens. And we have seven central banks lined up to join us in this effort. And who are the... Voilà, donc ça c'est les 7 entités tout simplement. Et donc c'est tout simplement les monnaies les plus fortes. Vous avez le dollar, le pesos mexicain, la livre sterling, enfin le pound maintenant, et le franc suisse et l'euro, ainsi que le yen, et je crois que ça va être la Corée, ouais, la monnaie coréenne. Donc voilà, donc c'est les 7, ils ont pris quand même, la plupart sont les plus importantes, tout simplement pour ce projet. Alors ce qui est intéressant dans ce projet, on va regarder. Là, c'est pour les personnes qui veulent, pour les entités, les entreprises privées qui veulent tout simplement faire, eh bien, essayer de postuler. On a, ce qui est intéressant, c'est de regarder, c'est cette date-là. On voit
les résultats, ça sera le 9 août 2024. Et donc, ça peut être intéressant de voir quelles sont les entreprises technologiques qui vont se greffer pour ce projet. Moi, personnellement, je pense savoir déjà, mais on va regarder ça, quelles sont les entités privées qui vont se greffer pour ce projet. On connaît déjà maintenant les banques centrales de quel pays qui vont faire ce pilote, mais c'est intéressant de voir quelles sont les entreprises privées qui vont postuler. J'ai terminé. Je vais vous parler pour ce qui est du projet Agora. Et maintenant, je vais juste vous parler de la DeFi un petit peu. Et parce que vraiment ça va être important. Je pense qu'au prochain bull run, bien sûr la DeFi va exploser, mais il faudra ensuite continuer à investir dessus parce qu'il y a beaucoup de projets et ça va vraiment se développer. On voit là la Commission européenne qui a exhorté à se préparer à l'intégration de la blockchain et de l'intelligence artificielle. Les réseaux d'IA décentralisés, l'amélioration des contrats intelligents et les protocoles DeFi émergents sont quelques-unes des tendances à venir dans la blockchain selon EBOF. Alors ça c'est l'agence européenne qui est l'Observatoire européen de la blockchain et du forum. Et alors si on regarde dans les conclusions, si je trouve, je peux pas tout voir, mais dans les conclusions, ils disent vraiment que ça va jouer un rôle très important et ils essayent justement de développer donc tout ce qui est pour la DeFi et bien sûr l'intelligence artificielle qui de toute façon sera liée à la DeFi. Et pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement, je voudrais vous reparler, j'en avais déjà parlé, de HBAR Suite. HBAR Suite qui est tout simplement qui permet, c'est un nouvel outil qui permet sur le réseau Hedera de l'améliorer et c'est une technologie qui est innovante parce qu'elle n'utilise pas des smart contracts, elle utilise des smart nodes pour créer des applications sur le réseau Hedera, tout simplement. Que vous souhaitez vous créer un protocole DeFi personnalisé ou un réseau entreprise private network utilisant blockchain Web3 comme arrière-plan pour le stockage de données immuables, les smart nodes sont la solution que vous recherchez. Donc il faut savoir que c'est une technologie qui est assez récente et on va regarder la différence avec par rapport à un smart contract. En fait, en résumé, la différence c'est tout simplement la limite de mémoire. Vous avez une limite qui n'est pas la même, vous avez un seul langage, vous avez une scalabilité améliorée et aussi il n'y a pas de dépendance par rapport à une autre blockchain. On va juste regarder ça. In the last video, we briefly explained what HBAR Suite is and how the smart nodes can replace smart contracts. But how do they differ? A few key points explained. Memory limit. While the Hedera smart contract state size limit is 10 megabytes, the smart nodes have no memory limit whatsoever. Donc là, on voit, il n'y a aucune limite de mémoire. Donc ça permet d'avoir aucune friction. Language. Smart contracts are written in Solidity, an object-oriented programming language that cannot interact outside of the blockchain. And in order to create a fully functional application, at least a second programming language such as TypeScript is needed. With the smart nodes instead, whole applications can be entirely written in one language. Donc là, on voit en un seul langage, donc ça permet d'améliorer tout simplement la vitesse. They are utilizing TypeScript to interact with Hedera and off-chain applications, thus making easier to maintain and develop with the smart nodes. Scalability. While Hedera smart contracts perform between 200 and 300 transactions per second, smart nodes can perform at Hedera native speeds, which go from 10,000 to hundreds of thousands of transactions per second. Donc là, imaginez, au niveau de la scalabilité, on voit que ça peut passer à des centaines de milliers de transactions par seconde, c'est énorme. With sharding. The transaction throughput difference between the two is astonishing, especially regarding potential enterprise use case and mass adoption of the Hedera ecosystem. Dependency. As Hedera smart contracts rely on the Ethereum virtual machine, what would happen if Ethereum ceased to work?
Fortunately, these smart nodes provide a native solution that does not need to rely on any other blockchain, but solely on the Hedera native services, as it was meant to be when Dr. Lyman Baird gave birth to the Hashgraph consensus algorithm. Voilà, et donc la quatrième, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de dépendance avec une autre blockchain. Voilà les avantages des smart nodes, et moi j'avais investi sur HBAR Suite, et je continuerai un petit peu à investir, je pense, dedans, mais après le bull run je mettrai un petit peu d'argent dedans, parce que je pense que ça c'est vraiment l'avenir et que ça va se développer. Le réseau Hedera, on sait, va de toute façon se développer énormément avec la DeFi, la tokenisation, et je voulais juste vous montrer quelque chose. Il faut bien comprendre que vous n'avez pas que le XRP pour gagner de l'argent dans les AMM. Sur SureSwap, vous avez des pools de liquidité avec des APR qui sont quand même hyper intéressants. Vous voyez H8, HBAR, un APR de 49.23. Bien sûr, il y a toujours des risques, mais vous avez beaucoup de pools de liquidité. On va aller, hop, regardez. Vous voyez par exemple HBAR Dovo, il y a beaucoup de pools. Moi personnellement, j'ai juste sur H8, pour l'instant je teste, je vous en reparlerai, mais pour l'instant je teste un petit peu pour voir les pools de liquidité. Bien sûr je mets pas grand chose dedans parce que je voudrais maîtriser d'abord, mais il y a vraiment moyen d'avoir des revenus passifs chaque mois une fois que vous maîtrisez les AMM, tout simplement. Bien sûr vous pouvez sinon faire sur SureSwap, vous pouvez faire du staking, il y a beaucoup de choses, mais l'AMM peut vous faire gagner plus, mais c'est un petit peu plus risqué. Mais en tout cas, tout ce qui est DeFi peut vous faire gagner des revenus passifs. Il faut bien en prendre note. Voilà, et on va terminer, on va parler maintenant de Ripple. On a Ripple qui est prêt à lancer un stablecoin. Le directeur général du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc ils disent que ça y est, ils sont, en tout cas eux, ils sont prêts, et ils expliquent en fait un peu en résumé que, en tout cas lui, il a déjà mis tout en œuvre avec des réglementations, on le sait, que ça soit aux Émirats Arabes Unis ou même en Afrique. Et aussi que son stablecoin, il a raison par rapport aux réglementations qui arrivent, le stablecoin de Ripple sera en conformité totale, et c'est pas forcément le cas de toutes, comme Tether. On sait que Tether risque peut-être même d'être viré de l'Europe, et donc il faut vraiment voir avec les réglementations. Je pense que c'est ça qui va faire que le stablecoin de Ripple va tout simplement prendre une part du marché. Alors je vous parle toujours de XRP. Vous allez voir la toile d'araignée Robinhood qui achète 200 millions de dollars Bitstamp. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Ça date, hein, bien sûr, c'est pas de maintenant, mais Ripple rachète tout simplement. Pantera a vendu ses participations de Bitstamp à Ripple. Les finances de l'accord restent inconnues. On peut même pas savoir combien ils ont été vendus. Mais donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Robinhood, en fait, s'associe un peu avec Ripple, puisqu'ils ont tous des parts. Il y en a un qui, bien sûr, est propriétaire maintenant, mais Ripple a des parts dans Bitstamp. Alors, un petit article, il faut toujours regardez un petit peu de loin. L'adoption des BRICS pourrait catapulter XRP à des nouveaux sommets. L'analyse de crypto Robert Doll, connu sous le nom de Crypto Sensei, a prédit que XRP pourrait atteindre un prix de 10 000 dollars. Cette perspective optimiste est basée sur plusieurs facteurs, y compris l'adoption potentielle du jeton par les BRICS et le marché tokenisé en croissance. Il découle de l'espoir que les pays des BRICS intégreront le XRP dans leur système de paiement. On sait bien sûr qu'il y a énormément, on en a déjà parlé 150 fois, qu'il y a énormément dans la toile d'araignée, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en partenariat avec Ripple, qui justement sont implantées dans ces pays-là. Donc effectivement, il y a une grosse suspicion, mais il faut savoir
ce qu'il dit, c'est atteindre 10 000 $. Mais quand? En fait, il parle pas de quand. Donc oui, bien sûr, il peut atteindre même plus que 10 000 $, mais ça dépend dans combien de temps. Ça, c'est une autre histoire. Si c'est pour ce bull run-là, faut arrêter de rêver. Voilà, en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. À lui, il dit... Ok, non, il met pas de date, mais oui, 10 000 $ en 2030, il y a des grandes chances que ça soit 10 000 $ pour 2030, je suis d'accord, mais là on est en 2024. Pour l'instant, moi ce qui m'intéresse, c'est le prochain bull run, à combien il va être pour faire des gains dessus. On continue. Et là, on a les données en chaîne de Wallet montrent que près de 77 millions de XRP ont été achetés par les baleines sur Binance au cours des 24 heures. Alors ça, c'est un article qui date d'aujourd'hui. Et donc, il y a eu des achats. Alors, ils ont acheté, bien sûr, puisque ça a plongé. Il y en a qui rachètent. Ils sont pas cons. Ils rachètent. Et d'ailleurs, quand on voit le prix actuel, je crois qu'il est à moins de 5, de moins de 50 centimes. Donc, ça peut être quand même assez intéressant d'acheter actuellement du XRP, imaginez, à moins de 50 centimes le XRP, pour ceux qui, bien sûr, qui ont la foi pour le XRP. Alors voici un autre article de CoinGame, mais c'est pareil, il faut XRP à l'honneur, comme la Russie confirme le nouveau système de paiement BRICS. En fait, la Russie, oui, confirme qu'elle va faire un nouveau système de paiement. Maintenant, elle n'a pas dit que c'était le XRP. Même si on fouille, je vous l'ai montré la dernière fois, carrément sur le PDF où c'était marqué que la Russie testait le XRP, mais pour l'instant, c'est pas écrit en grande ligne que c'est le XRP qui va être utilisé. Et puis de toute façon, les gens ne le sauront pas, parce que c'est quand ça sera fait, on ne verra pas, les gens ne vont même pas se rendre compte que c'est le XRP qui est utilisé dans ces paiements transfrontaliers. Selon un document de recherche repéré pour la première fois par Amelia, passionnée de XRP, donc je ne veux pas critiquer, mais je trouve que j'ai déjà vu cette personne. Elle s'enflamme parfois un peu, mais elle a raison dans le sens où bien sûr que le XRP va faire partie, on le sait parce qu'on a fouillé, mais après c'est pas, il n'a pas annoncé, Poutine n'a pas dit, je vais utiliser le XRP, voilà. Donc, mais en tout cas ça se développe et on sent qu'on n'est pas loin, que la toile d'araignée elle est tissée de tous les côtés et maintenant il suffit d'un peu de réglementation et après c'est parti tout Schulz. Voilà, en tout cas ça fera plaisir parce qu'il y a quand même de la galère. Pour le XRP, on galère, ils veulent nous faire sortir. Après, moi, je pense toujours que même s'il atteint rien que 10 $, vous imaginez le pourcentage. Si vous prenez des actions, vous allez gagner quoi, 20% par an. Si vous faites un investissement classique, même 15% par an, c'est déjà énorme. Imaginez là, en combien d'années vous gagnez en fait. Ce qui est chiant, c'est qu'on est tous là en train de se dire quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce qui est arrivé, mais en fait, ça fait quoi? Ça fait 4-5 ans, si ça fait 4-5 ans que vous êtes dans le XRP, de toute façon vous serez gagnant, même si c'est dans 6-7 ans, si le truc fait fois je sais pas combien de mille, vous serez gagnant par rapport au fait de l'avoir placé votre argent, je pense, ailleurs où c'est pas facile, vous-même dans les actions, vous gagnez 15%, 20% par an. Après, il y a des possibilités de gagner de l'argent plus rapidement ailleurs, mais c'est très risqué aussi. Voilà en tout cas mon avis. On continue pour le XRP et on a Mastercard qui dévoile le peer-to-peer pilot pour les cryptos. Mastercard introduit ce qu'il appelle un mise à jour milestone à son outil crypto credential. Pour la première fois, l'entreprise annonce mercredi 29 mai que les utilisateurs Exchange peuvent envoyer et recevoir des crypto-monnaies avec leur alias crypto credential plutôt que de compter sur les adresses blockchain généralement longues et complexes. Donc là, ils vont plus utiliser les adresses blockchain, ça va être carrément du peer-to-peer, un peu comme fait le XPR, marque la première application réelle de la vision crypto crédentielle de Mastercard qui a fait ses débuts l'année dernière et représente le potentiel d'expansion et de soutien du marché national et transfrontalier des envois de fonds. Alors, ce qui est intéressant, c'est de regarder un petit peu la toile d'araignée. On sait que Mastercard, on va essayer de le traduire. Hop. En fait, Mastercard a un partenariat avec Ripple et il
XRP Labs et Mastercard collaborent pour développer une carte de crédit qui permettra aux utilisateurs de dépenser leur XRP. Et ils auront même en fait un safe, un cashback en fait en XRP. La carte sera autogarde, ce qui signifie que les utilisateurs contrôleront leur propre clé privée. La carte utilisera un crochet pour définir des limites personnalisées sur les dépenses. Et ça date de fin 2023. Donc on voit bien qu'il y a un partenariat. Et encore une chose, on a Global Identity qui lance la Mastercard Bank Card qui retournera pareil en cashback à Ripple XRP. La nouvelle qui plaira à la communauté Ripple et en particulier à l'armée XRP qui est le Global Identity a lancé une carte de débit Mastercard qui retournera des cashbacks en jetons XRP. Ça c'est de 2021. Donc ça a été lancé et on voit que maintenant ça se démocratise, il commence à se démocratiser. Et le PDG de Global Identity, on va regarder ça, c'est Greg Kidd. Et en fait, Greg Kidd, le cofondateur, on voit que c'est un ancien membre du conseil d'administration de Ripple. Bon, bien sûr, il était membre des actions aussi de Square, Coinbase et Twitter, mais c'est un ancien membre du conseil d'administration de Ripple. Donc la toile d'araignée, elle continue. Alors, XRP coule alors que Ripple déplace 200 millions de jetons invitant la suspicion de la communauté. Ripple aurait déplacé 200 millions de jetons XRP vers un portefeuille inconnu. La décision de Ripple a permis de spéculer que la société envisage d'abandonner son jeton natif. C'est n'importe quoi. Pas du tout. En plus, il est en baisse. Il a baissé de 10%. C'est pas non plus... ça arrive, il y a des corrections. Bon, là, je pense qu'ils ont voulu liquider tout simplement les gens qui étaient en levier sur le trading. Voilà. Et donc, le prix du XRP diminue d'environ 4% vendredi après un rapport selon lequel Ripple a déplacé. Mais c'est pas ça qui a fait que... c'est pas le FUD où les gens ont peur que ces 200 millions qui ont été déplacés vers un portefeuille inconnu, n'importe quoi. C'est pas ça qui a fait que le prix a baissé. Alors, il y a par contre quelque chose qui est assez intéressant dans cet article, c'est Ripple ajoute encore 25 millions de dons au comité politique War Chest. Et on va juste regarder ça. Donc j'ai cliqué sur l'article, voilà. Et donc Ripple a ajouté son deuxième don de 25 millions de dollars à la crypto Super PAC. Le don de Ripple en fait le contributeur le plus important au crypto Super PAC. XRP actuellement en baisse, bon voilà, a révélé que mercredi, le PDG de Ripple, que la société avait fait don de 25 milliards de dollars supplémentaires encore au Super PAC de Faircheck pour soutenir davantage de candidats pro-crypto. Donc on sait que ça va être Trump à l'approche des élections américaines. Donc si jamais Trump est élu, je pense que tout va être débloqué pour Ripple parce qu'ils font vraiment aussi beaucoup de dons pour justement ceux qui sont pour pro-crypto et aussi, comme on avait vu la dernière fois, pour des réglementations. Ça fait même en 2018, ils avaient déjà fait des gros dons pour qu'il y ait une réglementation dans la crypto-monnaie. Donc je pense que ça va, si jamais Trump est élu, ça va se faire vraiment très rapidement. Une autre chose, voilà, ça c'est important, d'autres grandes sociétés de cryptographie et entreprises comme Coinbase, Andreessen Horowitz et Gemini ont également contribué au coffre de guerre politique du CryptoPac. Et là c'est intéressant, c'est Andreessen Horowitz, je vous rappelle que c'est un investisseur, un gros investisseur de la société, il détient des grosses parts de la société de justement Ripple. Voilà. Et bien écoutez, j'ai terminé. Et on va terminer par la petite minute complotiste. Alors accrochez-vous. John Trump. John Trump, c'est l'oncle de Donald Trump. Et alors, on va juste regarder. Il a travaillé en fait. Il était dans l'électricité. On va voir si on peut trouver. Voilà, il est un ingénieur électrique américain, inventeur et physicien, un professeur au MIT de 1936 à 1973. Alors moi, ce qui m'intéresse. On va essayer de trouver. Voilà. Lisez bien. Début 1943, 2 jours après la mort de Nikola Tesla, le Federal Bureau, la FBI, a commandé que le bureau du dépositaire des biens aliens pour saisir les affaires de Tesla. Donc Trump a été appelé pour analyser les documents de Tesla
qui était détenu par le gouvernement. Après une enquête de 3 jours, le rapport de Trump a conclu qu'il n'y avait rien qui constituait un danger entre des mains hostiles. Voilà. Donc, bien sûr, ça c'est le narratif, mais il a eu accès à tous les travaux. Et je ne sais pas si... je pense que si vous avez un peu fouillé, il y avait des travaux sur l'énergie libre, sur, écoutez bien, hein, sur la machine à voyager dans le temps et beaucoup d'inventions. Et je pense personnellement que eh bien, l'oncle de Donald Trump a tout simplement, lui, il peut très bien dire qu'il n'y a aucun problème et qu'il n'y a pas eu, que c'est pas concluant, pour l'instant c'est juste des projets de recherche et en fait, soit lui continue à faire ses recherches ou carrément mettre main basse, il a pu mettre main basse et ensuite utiliser, imaginez qu'il a la possibilité d'utiliser la machine, cette faculté à voyager par exemple dans le temps ou avoir l'énergie libre, eh bien ça peut être assez intéressant, surtout qu'il a des liens avec le baron Trump. Je vous en reparlerai une prochaine fois, avec le baron Trump qui est le fils de Donald Trump. On verra ça dans une prochaine minute complotiste parce que c'est un petit peu long, mais je vous dis de bien vous rappeler du nom du fils de Donald Trump. Vous verrez pourquoi plus tard. Juste en parlant de ça, pour les brevets censurés sur le voyage dans le temps, il y a pas mal de choses assez bizarres. Et là, je vais vous montrer juste sur le film de Time Traveler de Charlie Chaplin. C'est quand même de 1900. Voilà, qui date des années 1900. On va regarder. Vous voyez une dame ici, je vais bloquer, une dame avec son téléphone. Hop. Hop. Une dame avec son téléphone. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des téléphones à cette époque? Je ne crois pas. En tout cas, là on continue, on peut le voir de plus près. Et en plus, elle parle. Voilà, assez étrange. Mais il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup de choses assez étranges. Parfois, il y a des choses, ils ont récupéré des montres suisses dans des artefacts, dans des choses, dans des civilisations anciennes, en Amérique du Sud par exemple, des choses assez bizarres. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai fini pour la minute complotiste. J'espère que cette vidéo vous a plu et je tenais juste à vous remercier pour les likes et aussi vous dire de ne pas lâcher l'affaire. On y est presque. Faut vraiment pas lâcher. On est bientôt l'été. Je vous conseille bien sûr de suivre tous les jours pour voir ce qui se passe, mais aussi d'aller un petit peu au soleil et de profiter. L'argent c'est bien, mais aussi de profiter un petit peu de la vie, c'est hyper important. Voilà. Et bien écoutez, à très bientôt. Ciao.